On sait que la ligne 5 d'Enbridge relie l'Alberta à l'Ontario. Alors forcément, l'impact de sa fermeture possible, ce sera notre premier sujet d'analyse avec nos politologues Stéphanie à Toronto et Frédéric à Edmonton, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir à chaque mardi. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, d'abord, il y a des milliers d'emplois au Canada et particulièrement en Ontario qui dépendent de cette canalisation. Si jamais Justin Trudeau échoue, notamment devant les tribunaux, à empêcher la fermeture de la ligne 5, quels sont les impacts politiques qu'on peut anticiper pour lui? Du point de vue économique, c'est certain que ça amènera des tensions assez importantes avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. La région de Sarnia, où aboutit la ligne 5, dépend très majoritairement de ce pipeline-là. On parle de 5 000 emplois dans la ville de Sarnia qui dépendent directement du pipeline 5. Pour contexte, la ville de Sarnia, c'est une ville d'un peu plus de 70 000 habitants, donc 5 000 emplois, c'est énorme. Ça voudrait dire que cette ville-là deviendrait là, à toute fin pratique probablement une ville fantôme. Et donc, il y a certainement énormément de pression de la part du premier ministre provincial pour que le gouvernement canadien continue à faire pression sur le gouvernement américain pour que la gouverneure du Michigan n'ait pas le dernier mot sur cette enjeu-là. Frédéric, pour l'Alberta, c'est un peu comme jouer dans le même film, finalement, si on pense à Keystone. À quel point ce serait un nouveau problème, je dirais, pour l'Alberta si la ligne 5 était fermée par le Michigan? On voit ça comme un nouveau problème dans la mesure où on a l'impression que ça pourrait créer un précédent. Il y a un précédent qu'on ne veut pas voir pour d'autres infrastructures qui possiblement pourraient subir le même sort. C'est surtout cet élément-là qui a été soulevé à la fois par Jason Kenney et dès que le Keystone XL a été annulé par Joe Biden, mais aussi par la ministre de l'Énergie, Sonia Savage, qui, lorsqu'elle a témoigné devant le comité spécial qui s'est penché sur cette question-là, Ottawa, a mis beaucoup l'accent sur cet aspect-là, que ça créait un précédent dangereux. Donc, évidemment, en même temps aussi, économiquement, il y aurait des impacts, mais c'est surtout les impacts futurs aussi qu'on craint du côté albertain. Mais il faut dire que pour le moment, du côté de l'Alberta, on trouve que le fait de jouer, disons, en équipe Canada jusqu'à maintenant, c'est bien vu, malgré les critiques, évidemment, des conservateurs d'Erin O'Toole, mais du côté albertain, on s'est montré assez satisfait de l'approche canadienne en disant que là maintenant c'est le temps de faire front commun pour essayer que cette décision-là ne mette pas en cause la ligne 5. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on fasse le point sur les dernières nouvelles quant à la pandémie dans vos deux provinces respectives. En Ontario, Stéphanie, on songe à prolonger l'ordre de rester à la maison jusqu'au mois de juin, donc encore quelques semaines. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les Ontariens et les entreprises de la province voient la lumière au bout du tunnel, pour reprendre l'expression consacrée. Est-ce que la population va donner son appui à Doug Ford, selon vous? Je crois que la population qui porte attention au nombre d'infections au quotidien et surtout au nombre de décès comprend très bien la décision du gouvernement de repousser au début juin la réouverture de l'économie. Durant le courant de la fin de semaine dernière, on a eu le plus grand nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie et donc on se rend très rapidement compte qu'une réouverture le 20 mai à ce point-ci, ce n'est pas raisonnable. Surtout compte tenu du fait que les spécialistes de la santé publique en Ontario s'étaient fait entendre et avaient dit qu'ils avaient recommandé au premier ministre de ne pas réouvrir avant qu'on tombe sous la barre des 1000 cas par jour. Or, on oscille là en ce moment entre le haut 2000 et la barre des 3000 cas par jour. Donc, on se rend très bien compte qu'on est loin du but à cet effet-là. Oui, l'objectif est encore loin. On fait appel à la raison. Sur le vaccin d'AstraZeneca, l'Alberta annonce aujourd'hui qu'elle cesse d'utiliser ce qui lui reste de ces vaccins-là, pour les premières doses du moins. Quelles sont, Frédéric, les réactions à cette décision, alors que la province est quand même aux prises avec une crise sanitaire sans précédent? C'est important, on a besoin de tous les vaccins. Ouais.
On a besoin de tous les vaccins et donc c'est pourquoi ça a soulevé certaines questions. Est-ce que c'est vraiment des raisons liées au fait qu'il n'y a pas d'approvisionnement en AstraZeneca et que par conséquent, il faut réserver les 8400 doses pour d'éventuelles deuxièmes doses, alors qu'il y a d'autres types de vaccins qui, eux, vont être disponibles? Le problème, justement, qui pourrait se poser, c'est si jamais il y avait aussi des retards dans la livraison des autres types de vaccins et que cela obligerait peut-être le gouvernement albertain à revenir sur cette décision, advenant qu'il y ait des vaccins AstraZeneca qui soient disponibles. Donc, on y a comme une certaine incertitude à savoir est-ce que c'est vraiment des raisons liées à l'approvisionnement ou alors peut-être à la sécurité, au fait qu'il y a une perception que l'AstraZeneca est moins bon et que donc, par conséquent, comme on sait que déjà en Alberta, il y en a plus qui sont qu'ailleurs au pays, qui sont contre la vaccination, donc on veut faire ou qu'on veut lever cette hypothèque-là. Il y a toujours un peu ce doute-là présentement là, qui est soulevé par certains. Oui, l'AstraZeneca qui est le mal-aimé des vaccins. Ouais. Avant de vous laisser aller, je veux vous entendre sur le dossier, je dirais, francophone dans l'actualité ces jours-ci, dossier francophone qui vous tient, vous, particulièrement à cœur tous les deux. Ce sont les défis financiers de Terre-Neuve et des impacts sur les francophones de cette province-là, Terre-Neuve. La semaine dernière, le comité consultatif chargé de revoir les dépenses de la province a notamment proposé d'abolir les conseils scolaires francophones et anglophones. Question d'économie. Frédéric, je vais rester avec vous. Les francophones de Terre-Neuve et Labrador se demandent s'ils vont être obligés de recourir aux tribunaux, finalement, pour faire respecter leur droit à un enseignement de langue française. Est-ce que c'est, encore une fois, je dirais, la seule option pour les francophones minoritaires pour faire respecter leurs droits? Bien, là, on va voir d'abord quelle sera la décision de la part du gouvernement, parce que là, bon, c'est un comité consultatif. Et j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas tout lu la jurisprudence des dernières et des nombreuses dernières années qui accorde aux francophones le droit de gérer leurs écoles et que par conséquent, si le gouvernement veut s'engager dans cette direction-là, il pourrait y avoir véritablement des obstacles juridique fort important, donc l'arrêt, notamment l'arrêt Mahé que je souligne parce que c'est ici en Alberta que c'est arrivé en 1990 où les francophones albertains ont obtenu leur conseil, la possibilité de gérer leurs écoles et donc d'avoir des conseils scolaires. Donc dans ce contexte-là, je pense que du côté du comité consultatif, on n'a peut-être pas fait ses devoirs en matière de jurisprudence. Et il reste encore à voir évidemment la décision, comme vous le dites, du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. Stéphanie, on parle justement de jurisprudence. En 2020, la Cour suprême a jugé que des problèmes financiers, ça pouvait pas être la cause du non-respect des obligations en matière d'éducation de la minorité linguistique. Est-ce que ça vient justement protéger les droits des francophones à Terre-Neuve? Est-ce qu'ils pourraient se fier là-dessus? Bien, c'est certain que c'est une assise jurisprudentielle importante au sens où ce que la Cour suprême a expliqué durant l'été dernier, c'est que puisqu'il y avait déjà une considération financière dans la question du là où le nombre le justifie pour la création de différentes écoles et de conseils scolaires comme celui qui est en cause à Terre-Neuve et Labrador, on ne pouvait pas pour la province itérer cet item-là une deuxième fois pour tenter de se sortir de ses obligations en vertu de l'article 23. Donc, j'imagine que ce que la province va tenter de faire, si elle décide d'aller de l'avant avec cette proposition-là de Mme Moya-Green, ce sera en fait de revendiquer que les nombres ne justifient pas en fait la création d'un conseil scolaire provincial à Terre-Neuve et Labrador. Je rappelle que la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador, c'est la plus petite de toutes les provinces au Canada. On parle d'à peu près 2500 individus, 0,5% de la population totale de la province. Et donc, la province, là, pourrait avoir un argument, mais ce serait la première fois que ce serait reconnu dans le cadre d'un litige qu'une province n'aurait pas les nombres suffisants pour octroyer un conseil scolaire. Aucune autre province n'a déjà itéré ce type d'argumentaire-là de mémoire récente. Donc, ce serait gros. Oui, c'est ça. Donc, ça risque d'être un dossier qui est très suivi. On verra ce qu'on va faire avec cette proposition du comité consultatif, ce que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador va faire. Stéphanie à Toronto, Frédéric à Edmonton. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.